vacances, et aujourd'hui on est tombé à 16%, et on sait qu'il y a un certain nombre de reprises en cours. Donc tout ça pour dire que globalement, sur l'ORT, puisqu'on a élargi le nouveau périmètre, on est autour de 9 à 10% de vacances. Sur le petit périmètre qui est en bleu, cœur de ville, on est autour de 7 à 8%. La moyenne nationale est entre 13 et 15%. Pour les villes de notre strate, on est correct, mais il ne faut rien lâcher. On comprend bien que dès qu'il y a quelques phénomènes extérieurs, 1% sur le petit truc bleu, là, que vous avez, les pointillés bleus, 1% c'est 4 commerces. Donc il faut faire un peu attention, c'est très fragile, donc faut faire, là aussi c'est fragile d'un côté comme de l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une dynamique plutôt correcte, mais il faut continuer à Comong, et tu présenteras une délibération dans ce sens-là tout à l'heure, comment continuer à travailler avec force, et notre manager de centre-ville travaille en ce sens pour pouvoir accompagner ces commerces de centre-ville. Quand je vous aurais dit que pour continuer à travailler sur ces commerces, nous allons travailler sur la procédure de préemption, je vous en ai fait allusion avec rue où c'était un peu en difficulté. On pourrait parler, je l'ai dit, de la rue de la Tonnelle, mais j'aurais pu vous parler de la rue Molière, qui me permet de vous dire au passage que j'ai demandé, Betty, qu'on puisse étendre l'étude qui a été portée par le bureau d'études pour pouvoir faire la rue Molière dans la continuité de ce qui a été fait de la rue de Place Bilange Roosevelt, et cela sera porté dans la continuité ou en parallèle, de telle façon à ce qu'on finisse ce travail jusqu'à l'entrée de la rue de celle-ci, là, qui est juste à Corneille, merci, rue Corneille. Voilà les choses que j'ai demandées en supplément de ces travaux qui nous permettront de finir un peu. Alors pourquoi on ne l'avait pas fait dès le début? C'est qu'on ne savait pas dans quelle forme allait être l'appel d'offres, on ne savait pas si on allait avoir beaucoup de surprises, et mon côté un peu gestion bon père de famille m'a amené à ne pas prendre de risques. Aujourd'hui, sachant qu'on ne devrait pas avoir de surprises, puisque le dessous est fait, c'est quand on va toucher les fondations qu'on a souvent des problèmes dans ces choses-là. On est maintenant sur des choses qui sont classiques, c'est-à-dire on est à poser des pavés, classique, le mot il est un peu fort, mais il n'y a pas de raison fondamentale. Les carrés de pavés, on les connaît, les prix des pavés, on les connaît, les porphyres, on n'a plus globalement de surprise visiblement. Et comme il nous reste, et je m'y étais engagé, une petite marge, nous souhaitons pouvoir continuer ces petites rues. Évidemment, sera prise, et c'est dans l'étude Comong qui a été portée par la CCI et la Chambre des métiers. On travaillera un peu sur cette rue de telle façon à améliorer l'esthétique globale, y compris sur les points de sécurité, Monsieur le Président, qui sont liés à la défense incendie, entre autres, et du théâtre. Mais tout ça, ça va être porté dans l'étude. Les architectes nous feront des propositions pour que, en plus d'être efficace, ça soit joli. Mais il n'y a pas de... évidemment, je reviendrai vers vous pour vous présenter ces aménagements de cette rue complémentaire qui permettra d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on avait pensé, mais qui nous permettra aussi de finir un secteur. Voilà, ça c'était pas prévu dans mon point, mais je vous le dis quand même. Je vous ai dit la loi de Normandie, et je vous ai dit que dans cet avenant numéro 1, nous avons pu glisser le permis d'innover, qui permet de pouvoir, à la preuve par 7, être dans la dynamique du cœur de ville et d'être accompagné par la Caisse des dépôts et consignations sur les études, les préétudes et les cofinancements sur cette opération. Voilà ce qu'il y a globalement. J'étais un petit peu long sur cette présentation et bien au-delà de la lecture exacte, mais je crois qu'aujourd'hui, la dynamique de la ville est portée globalement, y compris par ses partenaires, par cette action cœur de ville, et les deux grandes animations financières qui sont autour de la ville, c'est l'action cœur de ville et le PRU. Le PRU 2, on vient de finir le PRU 1, on continue le PRU 2, et voilà les deux grands secteurs en matière d'investissement et de dynamique. Voilà, je laisse la parole à celui qui veut poser des questions sur cet avenant numéro 1, qui est conforme à ce que j'avais dit.
S'il n'y a pas... Oui, Diane Deluse. Merci, Monsieur le maire. Ma question va porter sur la transformation de la salle de l'abbatiale au château. Vous venez de nous expliquer que vous alliez transformer cette salle. Vous l'avez d'ailleurs, vous venez pas de l'exprimer pour la première fois, il y a longtemps que vous le dites, la salle de l'abbatiale en salle de séminaire. Vous paraît-il très pertinent quand on connaît la taille de la salle de l'abbatiale et quand on sait ce que, en général, les entreprises, les sociétés, les associations demandent comme locaux pour des séminaires. Et compte tenu du budget que vous venez de nous annoncer, qui n'est pas de votre fait, mais qui sera la réalité, et là, moi, je n'ai rien à dire, autour d'1 million d'euros, c'est ce que vous venez de dire, si j'ai bien entendu, est-ce que, même si ça doit être, d'après ce que vous nous expliquez, la dynamique du château, est-ce que ça vous paraît très très pertinent de transformer cette salle de l'abbatiale, qui n'est pas grande, tout au moins pour en faire ce que vous désirez, ce n'est pas une grande salle, de la transformer en salle pour séminaire? Je me suis mal exprimé. Et je vous prie de m'excuser. Si vous avez compris ça, c'est que, évidemment, je me suis mal exprimé. Il y a 200 000 à 300 000 euros qui sont liés à l'aménagement pour les salles de séminaire, y compris l'accessibilité de cette salle qui fait environ 100 mètres carrés, 120 mètres carrés, mais les travaux supplémentaires qui sont entre 700, à peu près autour de 700 000 euros sont liés à des problématiques structurelles de l'abbatiale et qu'il faudra faire en tout état de cause, au même titre qu'on a fait les remparts, qu'on a fait des travaux du château. Donc il faut bien dissocier, sauf que la DRAC nous demande, pour pouvoir porter ce dossier, de travailler sur la partie structurelle. Donc on rénove dans la continuité de ce qui a été fait par tous les prédécesseurs. On continue à rénover le château, sauf que les remparts ont été très largement faits par mes prédécesseurs, donc on continue à rénover un certain nombre de bâtimentaires et nous, pour la partie séminaire proprement dit, l'aménagement intérieur, le surplancher et l'électricité, machin truc, c'est 300 000 euros. C'est 300 plus 700, 300 000 à peu près, hein, bien évidemment, 300 000 d'aménagement et 700 000 de structure du bâtiment, si on veut le garder à moyen et long terme. En tout état de cause, les 700 000, il faudra qu'on les mette demain ou après-demain. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, vous dire que l'objectif que j'ai assigné, entre guillemets, aux équipes, et je pense, j'espère, qu'à la fin de l'année, on y arrivera, on sera sur le petit équilibre sur le château. C'est-à-dire qu'en dehors des investissements fonciers, tels que celui que je viens de vous dire, structurels du château, là, personne n'arrivera à rentabiliser la partie bâtimentaire. Et ça, si j'essayais de vous dire la moitié d'un tiers de ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Mais toute la partie fluide, entretien, petit entretien, personnel, aménagement, petit aménagement, sera à l'équilibre vraisemblablement à la fin de l'année, compte tenu à la fois des montants que vous avez acceptés d'entrée, puisqu'on a changé un peu, tout petit peu les structurations, mais ce qui est efficace, le fait d'ouvrir plus longtemps, et même si c'est un petit coût supplémentaire de RH, Géraldine, mais aussi la communication positive qui est autour de ça. Aujourd'hui, on a y compris les ouvertures des jardins, même s'ils ne sont pas encore à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais ça viendra quand on aura fini les remparts. En tout état de cause, on devrait arriver pour la fin 2019 ou se rapprocher au petit équilibre sur cette opération-là. Et je ne vous cache pas que je le dis avec un peu de fierté. Un peu de fierté parce que cette affaire-là, c'était pas gagné. Et celles et ceux qui ont eu les responsabilités avant moi savent combien c'était compliqué d'arriver à aller chercher le petit équilibre sur le château. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est créée. Il faut continuer et on continuera à investir sur le château. La partie, il y a deux parties, je le redis. Une partie dynamique où là on met des sous, on essaye de les récupérer avec le petit équilibre. Puis il y a une partie bâtimentaire qui de toute façon, celui-ci c'est... au même titre que la façade de la mairie,
si c'est des coûts qui sont liés au bâtiment, qu'on pourra jamais, qui ont des coûts colossaux, quoi, ou importants, voire très importants. Oui, Madame Deleuze. Non, mais vous vous étiez parfaitement exprimé et je crois que j'avais parfaitement compris que vous parliez du bâti. Je ne vois pas pourquoi la DRAC se mêlerait de savoir si vous mettez un micro ou si vous ne mettez pas de micro. C'est pas ça mon point. Si je me suis permis de marier les deux choses et pour n'en faire qu'une et faire une seule ligne, c'est que au démarrage, il me semble pas prévu de s'occuper du structurel de l'abbatiale aussi rapidement et vous l'auriez peut-être lissé sur plusieurs lignes, enfin sur plusieurs années, sur plusieurs temps budgétaires. Il me semble qu'on n'en avait pas parlé et que là, compte tenu de l'obligation, ce qui semble normal, de la DRAC par rapport au bâti, et comme vous voulez avoir cette salle de séminaire, il y a une accélération du tempo. Vous avez raison et vous avez raison sur le fait que l'obligation de la DRAC a été celle de travailler aussi sur le structurel. C'est pour autant qu'on démarre sur 2019 les séminaires et 2020 sur Peton et on fera les travaux de l'abbatiale sur 2020 et 2021, qui est un plan d'investissement raisonnable en matière de structure. Je rappelle qu'on investit, alors là je regarde Sophie Anguenot, mais autour d'1 million d'euros par an sur, ou peut-être 800 000 euros en moyenne, mais sur nos sous, mais en global. Sur le château, on est, compte tenu des subventions, on est à plus d'1 million d'euros de travaux par an sur le château. Donc c'est une continuité. Alors il y aura moins de remparts à faire dans quelques années. Il y aura plus de travaux, vraisemblablement qu'on travaillera un jour le plus rapidement possible sur la partie billetterie et logement des personnels, entre guillemets, pas logement, mais bâtiment, bureau des personnels. Après, vraisemblablement, le ranch, j'en sais rien. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y aura un certain nombre d'améliorations de toute cette cour autour de l'abbatiale qui seront les prochains travaux, sauf si on était appelé à la cause, comme l'a été Jean-Michel Marchand avec les remparts ou Michel Abchamp avec l'église Saint-Pierre. Et là, les projets sont différents. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas. Donc, on est sur de la restauration, excusez-moi, bâtimentaire profond, mais pas exactement comme on avait eu l'habitude jusqu'ici. Et on sera sur des mètres carrés qui pourront être mis à disposition de certaines activités. Et cette salle, en supputant que ça ne marche pas, les séminaires pourra servir à d'autres activités, y compris l'action. Donc c'est pas du tout, y compris celle de Peton, entre guillemets, la salle Peton. Si demain, dans 2 ans ou 3 ans, l'abbatiale est consacrée au séminaire et que ça fonctionne bien, la salle Peton peut être très bien utilisée à d'autres choses. Et tous les aménagements qui sont faits, monsieur le directeur, sont faits dans ce sens, qu'ils ne sont pas des choses fixées, mais des choses qui puissent se mettre sur toute la partie médiation publique aujourd'hui que j'ai souhaité, qu'on a développé. Il nous faut de la place sur de l'activité autour du château et des expositions temporaires, éventuellement remettre de temps en temps des concerts au château, voilà des salles qui sont parfaitement adaptées pour faire ce genre de choses. Mais il peut y avoir 2 millions, 2 millions c'est peut-être beaucoup, mais il peut y avoir des dizaines d'expressions en ce sens sur les salles du château. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas de salle, et on n'avait pas de salle parce qu'on avait consacré nos petits sous à renforcer les remparts et des choses essentielles. Aujourd'hui, les choses sont faites, ont été faites par les prédécesseurs, on peut se consacrer à faire de l'aménagement qui peuvent nous servir à du développement. Voilà ce qui est écrit finalement dans ce... Voilà, on était un peu plus loin que ce qui est écrit, mais ce qui est dans ma tête et dans la tête des équipes qui sont autour de moi sur le développement du château. Voilà ce qui vous est présenté. Y a-t-il d'autres questions? Au-delà du château, hein, bien sûr. Allez-y, monsieur Abchamp. Oui, c'est toujours sur le château. Le château, on est tous d'accord, est un élément essentiel de l'attractivité touristique de Saumur. Et au-delà de ce que vous appelez le bâtimentaire, il y a le culturel
Il y a le ludique. Le ludique, vous avez contribué à le développer, nous l'avions fait également. Mais il y a le contenu du château. Or, il me semble que le contenu du château, aujourd'hui, est un peu ringard. C'est un petit peu ce qu'on retire de ce que disent les gens qui viennent le visiter. Il y a une certaine déception. Ne nous cachons pas entre nous, il y a une certaine déception du visiteur aujourd'hui quand on vient voir le château, parce qu'on n'est pas à la hauteur des muséographies modernes que l'on peut trouver dans certains autres endroits. Je n'accuse personne et tout le monde doit en prendre pour sa part. Il avait été prévu dans le projet initial État-région une somme de 3 ou 4 millions d'euros pour développer une muséographie qui soit à la hauteur. Malheureusement, et vous l'avez dit vous-même, il a fallu déplacer des crédits pour en particulier empêcher l'église Saint-Pierre de terminer dans la Loire. Très bien. Mais il me semble essentiel, avec du temps j'imagine bien aussi, il me semble essentiel qu'on ne se préoccupe pas seulement des pierres, mais aussi du contenu et de la satisfaction du visiteur. Et pour ça, voilà, avez-vous soit au niveau de la municipalité, soit au niveau de la SPL, quelque chose qui est sur la table à dessein? Moi, je vous engage à regarder les retours sur les réseaux sociaux des visiteurs. Les regarder en 2017 et les regarder maintenant. Ils sont complètement différents. D'abord parce qu'il y a eu un très gros travail par l'équipe du château et particulièrement Estelle Giraud, la conservatrice, qui a fait un double travail. Alors c'est pas à la hauteur de ce que vous venez de dire sur 4 millions d'euros d'investissement, mais c'est quelque chose de prometteur et d'intéressant qu'il faudra évidemment continuer à développer. Elle a fait trois choses essentielles. La première, elle a été chercher, comme ça avait été demandé depuis longtemps, du mobilier que nous avions, j'en savais strictement rien, vous peut-être non plus, que nous avions, et on a fait quelques petites restaurations, et aujourd'hui, quand on déambule aussi avec un certain nombre de mobiliers. La deuxième, il y a eu toutes des explications de texte claires, précises, qui nous permettent de visiter avec des explications, connaître les différences sur les faïences, pourquoi les pigmentations qu'on a utilisées, sur un certain nombre de sujets. Et puis la dernière, qui est mise en place de ce week-end ou la semaine dernière, c'est la possibilité de visiter le château avec l'iPhone, avec un certain nombre d'explications qui vous sont données, qui permettent de moderniser un peu les choses. La dernière chose, peut-être, si vous le permettez, il y a eu un gros travail de médiation, de remise en place de la médiation pour les enfants, les jeunes de 3 ans à 18 ans, qui permet d'intéresser autour de ce point-là. L'année prochaine, j'ai demandé à ce que l'on travaille sur un point pour qu'on puisse travailler plus, qu'on puisse intéresser plus les familles, c'est d'arriver à faire dans une des casemates sur, alors vous appelez ça comment? L'escape game, qui permet, en gros c'est un jeu où vous rentrez dans une casemate, ça sera autour du cheval, et l'objectif avec un certain nombre de questions, vous arrivez à sortir ou pas. Alors si vous ne sortez pas, vous n'y restez pas toute votre vie, mais vous y restez le temps de trouver les énigmes. C'est assez en vogue, entre guillemets, assez à la mode, et qui permet aussi de rajeunir nos installations. C'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous dites, ou ce que vous pouviez imaginer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai travail qui a été fait. Et ce qui est intéressant, c'est le retour. Parce que je suis d'accord avec vous. Moi, c'est une de mes plus grandes préoccupations, c'est de voir comment on parlait du château, quoi. Et là, le retour à la fois des hôteliers, à la fois sur les réseaux sociaux, il est plutôt positif. Cependant et néanmoins, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Parce que là, on est parti de loin, donc tout d'un coup, c'est un espèce d'électrochoc, c'est beaucoup mieux, ok, très bien. Cependant, il faudra absolument continuer à travailler pour que le fond et la forme
le fond et la forme soient encore plus attractifs. Alors, est-ce qu'on mettra une muséographie à 4 millions? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr... non, mais j'en sais rien, mais ce que je veux dire, il faut vraiment travailler sur ce sujet-là. Il y a déjà eu un beau travail fait par les équipes, et je les remercie, je les félicite, mais il faut continuer à faire. Il faut continuer le développement en matière de médiation, ce qu'on a fait avec cette année tous les CM2 de la ville de Saumur, public, privé, ont été au château le visiter. Quelque chose qui a été plus fait depuis très longtemps, y compris en leur donnant, ma baba est partie, mais y compris en leur donnant une BD qui leur permettait d'expliquer l'histoire du château un peu sympathiquement. Alors mon fils dirait c'était plus fun que juste visiter le château, qui plus est qu'on l'avait un peu amélioré sur la visite, qui permettait de mieux parler aux jeunes. Voilà, moi ce que je voulais vous dire, un certain nombre d'efforts ont été faits, sûrement pas suffisants, je vous engage. Et d'ailleurs, monsieur le directeur de la communication, vous offrirez à chacun des membres du conseil municipal 2 places pour le château, de telle façon à ce qu'on aille voir ce qui a été fait. Et si quelqu'un dans les services à 2 minutes va aller chercher dans mon bureau, et on le distribuera, j'en ai dans mon bureau, et je le dis parce que c'est important qu'on y retourne. Moi, j'y étais pas retourné là ces dernières semaines, et ils ont fait un certain nombre de choses pour l'ouverture d'été. C'est plutôt sympa. Voilà. Et je vous engage aussi à aller voir le mercredi soir, tous les mercredis soirs, à partir de 19h ou 19h30, le spectacle. Hein, c'est 20h, perdu. 20h, le spectacle qui est fait par les Ducs d'Anjou, qui est surprenant, détonnant, mais qui est sur le fond juste, et c'est ça qui est intéressant. Sophie Saramito voulait prendre la parole. Sauf si j'ai tout raconté, parce que je suis capable de... C'est à peu près ça. D'accord. Donc, je vais vous passer comme on doit aller au théâtre, ou certains vont aller au théâtre. Voilà. Je ne prendrai pas plus. Non, ben non. C'était vraiment par rapport aux hôteliers qui, effectivement, recommencent à indiquer aux touristes qui viennent chez eux qu'il faut aller au château de Saumur. Voilà. Donc, c'est quand même un signe, un indicateur positif. Merci Sophie. Vraiment, je crois qu'on peut le partager ensemble. C'est un sujet difficile, le château. Difficile. On peut le partager ensemble. On n'est pas obligé d'avoir exactement la même vision de comment on le dynamise, comment on fait les choses. C'est un sujet difficile, mais c'est un sujet essentiel. Je le redis, on est passé de 80 000 visiteurs en 2000. Je prends les stats que j'avais en 2014 à 100 000 aujourd'hui. Et j'ai donné un objectif de 120 à 130 000 euros dans les 3 ans, de telle façon... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, bah c'est ma déformation, je suis désolé, mais vous l'aviez traduit en visiteur, qui là, nous permet de créer une belle dynamique. Voilà ce qui a été offert à tous les enfants de CM2 de la ville de Saumur, public, privé. Je vais vous le faire passer. J'en ai pas 35 à vous offrir, mais par contre, il y en a 100 à vendre au château. Vous n'hésiterez pas à dépenser 15 € pour pouvoir lire la belle histoire de Saumur. Voilà. Et je dois délibérer sur cet avenant. Y a-t-il d'autres questions ou des avis contraires? Pas de questions, donc des avis contre? Non. Des abstentions? Non. Merci. L'avenant est validé. Comoncha, tu nous présentes la délibération sur Action Cœur de Ville sur la politique des locaux commerciaux, le soutien financier au commerce, à l'artisanat et aux services de proximité. Merci, Comong. Merci, monsieur le maire. Donc, la communauté d'agglomération Saumur-Val-de-Loire a défini en novembre 2018 l'intérêt communautaire en matière de politique locale de soutien au commerce et artisanal, dont la compétence est partagée avec les communes au titre des dispositifs de revitalisation. Par revitalisation, il faut entendre une volonté qui a été reprise notamment dans le cadre du programme Action Cœur de Ville avec le FISAC. Sans attendre le bénéfice de ce dispositif, la communauté d'agglomération a souhaité harmoniser le soutien au commerce sur l'ensemble de son territoire dès 2019. C'est pourquoi elle a décidé par délibération en février dernier de mettre en place une aide. Ce dispositif appelé Saumur Val-de-Loire Commerce Artisanat Service permettra d'accompagner des projets situés dans les centres-villes ou les centres-bourgs selon les modalités définies dans un règlement d'intervention. Vous indiquez aussi que sur la base d'un projet compris entre 10 000 € et plafonné à 75 000 €, la communauté d'agglomération interviendra à hauteur de 30%. Il est proposé que chaque commune complète cette aide avec une part communale de 10%, portant ainsi le total des aides publiques à 40% et représentant ainsi un effet de levier important.
Pour la ville de Saumur, il est proposé que le périmètre concerné soit celui de l'ORT. Enfin, vous faire part que le Conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aide et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises. Une convention est alors nécessaire entre la région, l'agglo et la ville de Saumur. Considérant l'intérêt pour la ville d'accompagner financièrement le commerce et l'artisanat au cœur de son territoire, et considérant que cette aide directe complète les actions opérationnelles menées par la ville, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir décider de la mise en place d'une part communale abondant celle de la communauté d'agglomération pour le dispositif Saumur-Val-de-Loire Commerce Artisanat Service, de bien vouloir approuver les modalités d'intervention de cette part communale, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention à intervenir avec la région et la communauté d'agglomération, et enfin, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Merci beaucoup, Comonc. C'est la traduction exacte des actions. Ça veut dire on a mis un plan que je vous ai représenté, j'y reviens pas, tout à l'heure sur Action Cœur de Ville. On a défini l'ORT, vous avez validé, et puis on a dit que dans ces affaires-là, on mènera un certain nombre d'actions, dont celle-ci, et je remercie l'AGLO d'être porteur, et nous, on est accompagnateurs, puisque vous avez compris, ils sont à 30% et nous à 10%, et quand le FISAC sera mis en place, je l'espère, l'année prochaine, eh bien, il y aura un accompagnement de l'État. Voilà ce qui vous est proposé. Y a-t-il des questions? S'il y a pas, alors, on entend bien par établissement, ça veut dire que si c'était un groupe, on est sur l'établissement de Saumur, on regarde le chiffre d'affaires de Saumur et pas le chiffre d'affaires du groupe pour l'accompagner. Ça va sans dire, mais parfois c'est mieux en le redisant pour qu'on le comprenne bien. Donc évidemment, un groupe pourrait t'aider si c'est nécessaire et utile. Voilà, pas de questions, donc pas de réponse. Y a-t-il des avis contraires? S'il n'y a pas d'avis contraire, y a-t-il des abstentions? S'il n'y a pas d'abstention, on passe à la délibération numéro 5 et c'est Bruno Prodhomme qui va nous parler du contrat territorial région 2020 et une demande de subvention pour le quartier de la Croix-Verte. Oui, monsieur le maire. Donc la région des Pays de Loire soutient l'initiative locale de l'aménagement du territoire par le biais de politiques d'aide au financement des projets d'investissement. La ville de Saumur souhaite solliciter une aide pour le programme de travaux de réaménagement du quartier de la Croix-Verte. Dans le cadre de la requalification globale du quartier de la Croix-Verte, la ville de Saumur accompagne la réalisation de ses futurs équipements par le remodelage et la requalification des infrastructures de circulation. Une première étape relative à l'effacement des réseaux aériens a eu lieu et la réalisation d'une voirie provisoire d'accès au chantier des futurs EHPAD et pôles de mutualité de formation est en cours. La collectivité souhaite pouvoir démarrer les travaux d'infrastructure de circulation dès la fin 2019. Le plan de financement prévisionnel se présente ainsi. Donc pour l'État à hauteur de 11,9%, ce qui représente 198 400 €. Fonds de modalité active 6%, 100 000 €. Contrat territoire région 25%, 416 750 €. Et pour la ville de Saumur, 57,1%, 951 850 €. Ce qui fait un total de 1 667 000 €. Donc il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le plan de financement, autoriser monsieur le maire à solliciter auprès de la région des Pays de Loire la subvention au taux le plus élevé possible. Dans le cas où le cofinancement attendu ne serait pas obtenu, la ville de Saumur s'engage à honorer la différence par autofinancement. Voilà, classique, hein, demande de subvention. Une demande, c'est une demande. Après, on l'aura ou on l'aura pas, mais en tout état de cause, il faut faire les demandes. Y a-t-il des questions, monsieur le président? Ou Jean-Michel, je ne sais pas si à quel titre tu parles, mais tiens, si tu veux bien donner la parole au président. Bruno, voilà, merci. Oui, merci. Oui, je vais parler en tant que président pour préciser que le CTR, c'est 25% du reste à charge. Voilà. Et là, on t'a pas fait 25% du reste à charge? Non. Non, non. Voilà. Alors, le reste à charge, c'est une règle qu'on s'est donnée, donc c'est 25% du reste à charge pour tout le monde, c'est classique. Ensuite, il faut évidemment, ce qui est intéressant avec le CTR, c'est que les travaux peuvent être démarrés et on peut encore solliciter le CTR. Voilà, c'est assez nouveau. Donc, lorsqu'on fait la demande pour le CTR, on est sûr que le projet a obtenu toutes les autres subventions possibles. Et donc, on peut faire un décompte qui n'est plus contestable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais je te l'ai dit, Jackie, c'est
la ville de Saumur a changé plusieurs fois de sujet. C'est donc le dernier qui arrive. Alors, on appliquera évidemment le taux, et il est possible qu'on ne soit que sur la fin d'enveloppe. Hein. Voilà. Mais si on est en décembre, il n'y a aucun problème puisque le CTR court jusqu'à fin 2020 et qu'il y aura donc une programmation qui sera faite sans doute encore au dernier conseil communautaire de fin janvier, début février, puis peut-être encore une après, mais ça, ce sera pour ceux qui seront là à cette époque-là. Voilà. Bien, merci. Donc merci. Ça fait 238 000 là. D'accord. Ça s'arrête là. Alors, la libération est dans ce sens, ça sera modifié, si vous voulez bien, sur les chiffres. Mais c'est pas OK. On prendra, mais bien évidemment. En plus, on n'est pas certain non plus sur les fonds de mobilité active si on aura cette somme-là. Le DSIL, on est bien incapable puisqu'on le sait, comme tu l'as dit, on le sait après. C'est des demandes de subventions. Et puis, la ville, de toute façon, a prévu dans son plan d'investissement la totalité. Si on a des subventions, tant mieux. Si on n'en a pas, écoutez, on fera quand même le projet puisqu'il est parti. Mais on va aller chercher à chaque fois qu'il est possible, chaque centime de subvention qui nous permet de mener d'autres travaux. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de questions sur cette délibération. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des avis contraires pour aller chercher des sous dans le cadre du CTR? Puisqu'il n'y a pas d'avis contraire, je suppose qu'il n'y a pas d'abstention non plus. Merci. On ira chercher ces sous. Bruno Prodhomme, si vous voulez bien nous parler de la Croix de Guerre avec la convention qu'on a signée avec nos amis ou pas du CIEMEL. Donc la ville de Saumur projette la requalification de l'avenue de la Croix de Guerre à Saint-Lambert-d'Elvée. Cette voie est longue de 850 mètres qui constitue l'artère principale de la commune déléguée. Préalablement aux travaux d'aménagement de voirie, il sera procédé à l'effacement des réseaux aériens. Donc cette opération est programmée sur 4 années. Première tranche du pont de la RD 347 à la rue de la Prévôté. Fin 2019, effacement des réseaux. Fin 2020, début 2021, requalification de la voie. Tranche numéro 2 de la rue de la Prévôté au passage à niveau. Fin 2021, effacement des réseaux. Premier semestre 2022, requalification de la voie. En ce qui concerne l'effacement des réseaux de télécommunications et d'éclairage public, compte tenu du fait que plusieurs maîtres d'ouvrage sont concernés, la ville, afin d'assurer la bonne coordination des travaux, souhaite transférer temporairement sa maîtrise d'ouvrage au CIEMEL. La participation de la ville à la première tranche de travaux d'effacement des réseaux est estimée à 267 522 €. Sur avis de la Commission des finances du 18 juin 2019 et celui de la Commission urbanisme espace public du 20 juin 2019, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage temporaire à intervenir avec le CIEMEL, ainsi que tout autre document afférent et relatif à l'évolution des modalités contractuelles. Voilà, c'est le début des travaux de la Croix de Guerre. On commence évidemment par l'enfouissement des réseaux. On va continuer par l'aménagement. C'est conforme à ce que je m'étais engagé sur le budget qu'on vous a présenté. Les choses avancent normalement bien sur ce dossier. Les travaux commenceront avant la fin de l'année. Y a-t-il des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires? Il n'y a pas d'avis contraire. Y a-t-il des abstentions? Il n'y a pas d'abstention. Cette libération est votée. Puisque tu es dans une grande forme, Bruno, est-ce que tu veux bien nous faire la modification des statuts du CIEMEL? Donc, le comité syndical du syndicat intercommunal d'énergie de Maine-et-Loire, donc le CIEMEL, a statué le 23 avril 2019 sur une double réforme statutaire. La première réforme a pour vocation d'une part à améliorer et de mettre à jour la rédaction de ces statuts du CIEMEL au regard des évolutions législatives et réglementaires, et d'autre part à doter le syndicat d'une compétence optionnelle supplémentaire en matière de production et distribution par réseau technique de chaleur renouvelable et à l'habilité à intervenir dans les services accessoires. Cette réforme à effet immédiat entrera en vigueur dès l'accomplissement du processus prévu au Code général des collectivités territoriales. La seconde réforme vise à modifier la gouvernance du CIEMEL pour tenir compte des évolutions intercommunales intervenues ces dernières années, notamment la création de communes nouvelles et le regroupement des intercommunalités dans le département de Maine-et-Loire. Cette réforme à effet différé entrera en vigueur après les élections municipales de mars 2020. Par ailleurs, dans le cadre de la consultation des membres du syndicat pour l'adoption des nouveaux statuts, il est également nécessaire d'intégrer la modification du périmètre du syndicat.
Les communes et groupements de communes adhérents du syndicat sont appelés à se prononcer sur cette double réforme statutaire, ainsi que sur la modification du périmètre du syndicat. Conformément aux dispositions précitées, le conseil municipal est appelé à en délibérer. Voilà, très bien, je suppose que... Alors, on n'a pas d'obligation, évidemment, d'utiliser le CML pour gérer notre réseau de chaleur, mais ils ont la possibilité de le faire. Y a-t-il des avis y a-t-il des questions? Je vous prie de m'excuser. Il n'y a pas de questions. Y a-t-il des avis contraires? Non. Y a-t-il des abstentions? Non. Parfait. Juste vous dire qu'on a inauguré la prise pour brancher les voitures électriques de haut débit auprès de la station, la future station de GNV au Breil, tous ces aménagements vont commencer. Le permis de construire de la station GNV a été autorisé. Les travaux vont commencer incessamment sous peu. Le parking de covoiturage a été organisé et les aménagements globaux, excusez-moi, je voulais pas déranger le pluriel, il faisait trop chaud, les aménagements globaux vont être réalisés pour la fin de l'année, on va dire fin janvier, sur cette activité de GNV. Voilà, juste pour une information complémentaire. Le débat... Hop, Monsieur Néron. Simplement une petite question. Est-ce qu'il y a des prises pour les vélos? Pour électriques, j'entends. Pour le moment, non. La proposition qui avait été faite par le CMN, elle était à hauteur de 8 000 € pour avoir une prise pour brancher les vélos. On a refusé cette opération, ce qui est trop cher. Mais à terme, visiblement, les fournisseurs d'éclairage public ont déjà inventé des prises pour pouvoir brancher les voitures sur 3 KVA et des vélos aussi. Je crois que c'est ça. Des petites prises, des prises de 120 pour faire simple. Des prises classiques qu'on pourra mettre. Mais là, par contre, il faudra un peu réfléchir comment on travaille pour que les gens puissent payer quand même l'énergie. Mais ce qui est tout à fait possible dans des quartiers, parce que quand on n'a pas de garage, ben, c'est bien pratique. Voilà, bon, on en reparlera au fur et à mesure. Je pense que la société va évoluer en la matière. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer à la délibération numéro 8, c'est les achats et fournitures de bureaux, de papier. On n'a pas voté, il me semblait. Mais non, bah alors, y a-t-il quelqu'un qui est contre cette extension des compétences de CML? Y a-t-il des abstentions? Non, bah considérons qu'on a voté. La délibération numéro 8, c'est donc l'achat et fourniture de bureaux, papier, reprographie, la fourniture informatique, et c'est un groupement de commandes avec la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération est coordinatrice. Le coût des frais de gestion pour la coordination est mené à hauteur de 2000 et porté à hauteur de 2300 €. La ville financera 65% et l'agglomération 35%. Voilà le principe du groupement de commandes. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des avis contraires? S'il n'y a pas d'avis contraires, y a-t-il des abstentions? Comme il n'y a ni d'avis contraire ni d'abstention, cette délibération est accordée. Astrid Deliève, renouvellement du projet social, tu nous l'as très largement présenté tout à l'heure. On essaye de le faire pour qu'on puisse être libéré le plus vite possible. Merci. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, on vous a présenté tout à l'heure en plénière le projet social de l'espace Jacques Bercereau pour son renouvellement de 2020 à 2023. Le projet social repose essentiellement sur, je dirais, la participation des habitants et cette animation auprès des habitants. Participation qui, permettez-moi quand même, a été plus que reconnue, notamment sur cette année, puisqu'on a obtenu un prix de la citoyenneté dans le cadre des actions zéro déchet qui étaient liées dans mon quartier et qui étaient bien évidemment liées à la participation des habitants. C'est dans ce cadre-là que sur votre table, vous avez notamment un verre, des choses comme ça qui sont qui ont été reconnues, et aussi par l'action au sein du jardin partagé qui a permis de cultiver des produits, fruits et légumes, mais aussi de créer du lien social et intergénérationnel. Donc voilà, donc le projet sur lequel nous repartons pour 2020, qu'on vous propose et que nous partons pour 2020-2023 et qui doit être présenté à la caisse d'allocation familiale, envoyé pour avoir son agrément avant, enfin au 30 juin.
donc voilà, en fin de semaine. Pour ces orientations, on a retenu et on vous propose que le centre social soit un espace d'innovation avec 4 axes principaux, l'innovation en fil rouge, et 4 axes principaux: l'espace d'accueil, d'information et d'orientation, un espace d'activité et de service, un espace d'échange, de concertation, d'initiative et un espace fédérateur et promoteur de ressources du territoire. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le projet social du centre social de l'espace Jacques Percereau et d'autoriser monsieur le maire à signer les termes du contrat de ce projet avec la CAF, ainsi que les éventuels avenants à intervenir, de percevoir les subventions et autres recettes. On sait bien que c'est un des principaux financeurs qui sont liés à ce projet social, et de mandater monsieur le maire pour prendre toutes les dispositions et actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? On les a posées tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup Pas de questions. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Non. Merci beaucoup, Astrid, de cette double présentation. Marcus Néron va nous faire un bilan serré de la société publique locale Saumur Agglopropreté. Merci, Marcus. Merci, monsieur le maire. Par délibération des conseils municipaux des 29 mars et 28 juin 2013, la société publique locale Saumur Agglopropreté a été créée. Les organes délibérants des collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration. À ce titre, les élus administrateurs doivent rendre compte actuellement de leur mission auprès des instances dirigeantes. Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le rapport annuel des représentants de la ville. Vous aurez trouvé en pièces jointes le rapport de 35 pages que vous aurez toutes et tous évidemment lu. Je ne vous abreuverai pas de chiffres, mais juste ressortir quelques actions de Agglopropreté, comme les gobelets lavables, les ateliers co-réparation, les composteurs partagés, les opérations zéro déchet, la fête de la récup, la collecte des sapins de Noël, et plus récemment à l'étang de Jorot à Gênes, mais cela apparaîtra en 2019, un blogging qui est une course à pied où en même temps on ramasse les déchets. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de ce dernier tel que présenté. Très bien. Y a-t-il des questions sur ce rapport de présenter succinctement, et je te remercie, par Marcus? S'il n'y a pas de questions, y a-t-il... Bon, on prend acte. Donc c'est pas une délibération, on a pris acte, pas de problème, merci. Sophie Anguenot, nous avons une délibération à prendre sur une modification sur les travaux de restauration du monument historique avec l'avenant numéro 1. Merci, à toi la parole. Oui. Par décision du 6 mai 2019, le conseil municipal avait approuvé les termes de l'avenant numéro 1 de la convention tripartite portant sur les travaux de restauration des monuments historiques de la ville. Pour rappel, la ville avait par courrier demandé de faire évoluer cette convention signée en 2017. En effet, on avait demandé à ce que certains crédits fléchés sur l'église de la Visitation soient finalement reportés vers le temple, l'opération du temple. C'est sur cette modification que nous avons voté l'avenant numéro 1 en mai 2019. Or, il s'avère que l'État et la région avaient, eux, engagé leur procédure de validation sur la base de la première demande. La région a confirmé qu'il n'était plus possible pour elle de modifier son projet d'avenant. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d'annuler la délibération du 6 mai 2019 et de se prononcer sur un avenant ne tenant pas compte de nos demandes, sachant que ces modifications feront l'objet d'un prochain avenant. Le conseil municipal est appelé à en délibérer. En gros, on a été trop rapide. On a pris la délibération avant que le conseil régional, nous le propose. Bref, c'est juste un problème administratif, pas très compliqué. Merci de cette présentation. Je suppose que ça pose pas de problème à personne, puisqu'on rectifiera tout ça en septembre, octobre, novembre sur les travaux. Oui, Madame Deluse. Pose aucun problème, mais je vais juste m'abstenir par solidarité avec mes amis de l'Église réformée.
parce qu'on perd quand même pas mal de temps. Je ne suis pas en train de vous pointer du doigt, puisque c'est administratif. Non, mais j'ai lu et relu la délib. On perd rien. On n'a juste pas refixé 50 000 dessus. Non, mais je suis d'accord. Mais bon, c'est accepter que je m'abstienne. Pas de problème. Donc je voulais vous prévenir en amont. Parfait. Mais écoutez, aucun problème. En tout état de cause, ce qui a été engagé sur les travaux prévus, ils seront réalisés pour tous les travaux qu'on a enclenchés et on essaiera de récupérer nos petits sous sur un avenant et compter sur nous pour être attentifs pour que les travaux qui ont été lancés seront faits en temps et en heure comme prévu. Là aussi, les études sont en cours sur cette affaire-là. Voilà, donc ça ne changera rien, sauf que notre délibération, on aurait dû la prendre après la leur. Bon, on a été trop rapide. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Une. Merci beaucoup. Sur la délibération numéro 12, Monsieur Combeau, sur l'éclairage public sur l'année 2018, un bilan annuel. Je te remercie. Merci, Monsieur le maire. En 2007, la ville de Saumur a conclu avec l'entreprise Citeos un contrat de partenariat pour une durée de 15 ans et nous doit tous les ans un rapport annuel. Concernant la reconstruction, il reste 24 luminaires à installer sur Saint-Hilaire-Saint-Florent. La dernière tranche sera réalisée en 2020. Sur l'ensemble du contrat, il reste 42 mâts et 51 luminaires en réserve pour lesquels Citeos nous proposera une utilisation en fin de contrat. Comme tous les 4 ans, nous renouvellerons la moitié des illuminations de Noël en 2019 et l'autre en 2020. Le numéro vert 0800 391 848 permet aux usagers de signaler les dysfonctionnements et le nouveau logiciel Smart Geo permet une traçabilité améliorée. Le taux de panne de 0,1% reste en deçà de la limite des 0,5%. L'année 2018 a vu une augmentation des incidents non identifiés et une campagne de nettoyage a été effectuée en centre-ville et sur les quais. Le marché prévoit que la totalité des lampes soit de moins de 2 ans d'ancienneté à la fin du contrat. Le relampage commencera l'année prochaine. En 2018, il y a 5591 points lumineux pour une puissance nette installée de 570 683 watts, soit 102 watts par point lumineux. Pour info, en 2007, elle était de 155 watts par point lumineux. Au niveau financier, la hausse des investissements est due à l'augmentation du remboursement du capital et la baisse en fonctionnement est légèrement compensée par l'augmentation du coût de l'énergie. Le PPP prévoit l'application de pénalités qui se sont élevées à 21 910 € hors taxes en 2017 et 3 720 € hors taxes en 2018. Le programme d'investissement a pour objectif 4 406 kg hors taxes et le réalisé s'élève aujourd'hui à 4 391 kg hors taxes. Citeos nous a versé à ce jour 524 849 € hors taxes de recettes annexes, donc 44 668 pour 2018. La consommation générale a diminué et le coût a augmenté. Et après avis de la commission consultative des services publics, il vous est demandé de prendre acte du rapport annuel 2018 sans omettre que sur le rapport qui vous a été stipulé, pour ce qui concerne les pénalités, sur vos documents, c'est marqué en TTC alors que c'est en hors taxe, donc c'est un avantage pour nous, on touchera un peu plus d'argent. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette présentation? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci beaucoup. La délibération suivante, c'est l'avenant de l'éclairage public aussi, et c'est sur les pénalités, et c'est Patrice Combeau. Alors, concernant l'avenant numéro 8, il faut se rappeler que cet avenant a déjà été par les conseils municipaux précédents. Celui présenté d'aujourd'hui, le numéro 8, permet d'intégrer les compléments et les dernières modifications, dont les investissements d'illumination festive, les modifications d'armoires pour amélioration d'économie d'énergie, et enfin la régularisation des indemnités dont les montants vous sont indiqués sur les documents précédents. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Juste peut-être une petite précision. On est à jour sur le PPP. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui traînaient depuis un temps certain, d'une complexité extraordinaire. Il y a eu beaucoup de renouvellement dans l'entreprise, beaucoup de choses, et ça s'est recadré fortement. Et aujourd'hui, on est calé parfaitement sur ce dispositif et ça fonctionne. C'est ça qui est important, et y compris la mise en place des pénalités. Je peux vous assurer que les pénalités de 2017 ont fait que les choses vont beaucoup mieux et réparer beaucoup plus vite et mieux adaptées, parce qu'on se retrouve d'un montant de 22 000 euros à un montant de 3 000 ou 4 000 euros d'indemnités payées par l'entreprise, et leur objectif c'est d'en payer zéro. Voilà. Y a-t-il des avis contraires à cette proposition de la libération numéro 13 avec l'avenant numéro 8? Des abstentions? Non. Merci beaucoup. La délibération numéro 14, c'est Géraldine Lecause qui va nous faire une série de délibérations, mais on va quand même voter entre chaque. Oui. Merci. Merci. Donc la première convention concerne la mise à disposition il est trop tôt pour partir, Madame Deluse. Vous m'aviez dit 8h55, j'avais compris. Bon, il y a le quorum, c'est bon. Donc cette convention concerne la mise à disposition de personnel de la ville de Saumur auprès du Centre communal d'action sociale. La ville de Saumur met à disposition... Qu'est-ce qui se passe? Ah non. La ville de Saumur met à disposition du Centre communal d'action sociale un agent, bien sûr, qui a donné son accord pour occuper à temps non complet, 50%, le poste de directeur de la résidence autonomie Clair-Soleil. La commission administrative paritaire a donné un avis favorable à cette demande, à cette proposition le 13 novembre 2018. La période concernée est du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Bien sûr, les conditions techniques et financières sont notées dans cette convention et il est aujourd'hui demandé au conseil municipal d'approuver cette convention de mise à disposition de personnel et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les avenants s'y rapportant. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette délibération numéro 14 sur la mise à disposition de personnel? S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des avis contraires? S'il n'y a pas d'avis contraire, y a-t-il des abstentions? Il n'y a pas d'avis contraire, pas d'abstention. Cette délibération est validée. Et la délibération numéro 15, c'est le même principe et c'est à toi de présenter. Merci Géraldine. Donc là, il s'agit d'une convention de mise à disposition du personnel de la ville de Saumur auprès du Centre communal d'action sociale et la Sagesse. Donc la ville de Saumur met à disposition du centre communal un agent qui a donné son accord pour occuper le poste d'accompagnatrice sociale à la maison de retraite La Sagesse à temps complet afin d'effectuer des missions d'accompagnement des personnes âgées et de lutter contre leur isolement. Cette convention est fixée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Bien sûr, nous avons eu l'avis favorable de la CAP au 13 novembre 2018. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et les avenants s'y rapportant. Il s'agit là d'un reclassement professionnel d'un agent. Très bien. Y a-t-il des avis contraires? Des questions, excusez-moi. Des avis contraires? Des abstentions? Merci beaucoup. La délibération numéro 7 sur une convention de mise à disposition de personnel. La même chose, merci. Donc là, il s'agit d'une convention de mise à disposition auprès du Centre communal d'action sociale dans le cadre du programme de réussite éducative. Donc, pour mémoire, il s'agit là d'un dispositif pour accompagner des jeunes de 2 à 16 ans qui ne bénéficient pas d'un environnement social, familial et culturel favorable pour un développement harmonieux. Et le but du PRE est de les accompagner sur les premières années d'école maternelle jusqu'au terme de la scolarité obligatoire. La structure porteuse de ce programme pour la ville de Saumur est le Centre communal d'action sociale. Donc les agents mis à disposition pour exercer les fonctions de coordonnateur, de médiateur, d'animateur ou d'intervenant vacataire chargé de l'accompagnement de ces enfants pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les conventions et d'autoriser monsieur le maire à les signer. Merci beaucoup.
Même, y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions? Non. Merci. La délibération numéro 17, c'est du personnel municipal sur une convention de mise à disposition aussi. À toi. Oui, donc la même chose. Il s'agit là d'une convention de mise à disposition personnelle auprès du groupement d'action sociale. Donc là, il s'agit de mettre un agent, c'est pas beau, excusez-moi, un agent en activité auprès du groupement d'action sociale sur un temps de travail à 75% d'un temps plein pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 auprès du GAS. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention de mise à disposition et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non. Des avis contraires? Non plus. Des abstentions? Merci. La délibération est acceptée. Nouvelle indemnité pour les nuits des agents municipaux qui vont sur Paris. C'est Géraldine Lecause. Voilà. Donc il y a un décret qui est paru le 25 février 2019 qui permet aujourd'hui aux collectivités de pouvoir revoir le montant des nuitées remboursées aux agents qui partent notamment en formation. Pour mémoire, à ce jour, les agents qui partaient en formation sur Paris étaient remboursés à hauteur de 60 € par nuitée, ce qui est particulièrement compliqué pour se loger sur Paris. Donc ce décret nous permet donc d'augmenter le coût de la nuitée et donc nous avons acté de pouvoir rembourser la nuitée à 110 € Paris intramuros et pour les autres communes du territoire à 60 €. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver ces nouveaux montants. Très bien, je suppose qu'il n'y a pas de questions sur ce sujet-là, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Merci beaucoup. La délibération numéro 19 est une délibération qui devient classique désormais puisque c'est la modification des tableaux et des emplois effectifs de telle façon à se tenir au plus près de la réalité de ce que nous avons comme effectif et sur la ville à Géraldine. Voilà. Donc là, nous avons différents points à vous présenter. Donc en ce qui concerne le premier point, il s'agit de la mise en place de la collection cheval au château qui demande effectivement un peu plus de temps à un agent, assistant de conservation du patrimoine, et il lui a été proposé, elle a accepté, de passer de 17h30 hebdomadaire à 26h25 hebdomadaire. Le deuxième point concerne le poste d'architecte qui était à temps non complet de 28 heures pour mémoire, qui était recruté sur une vacance temporaire d'emploi. Nous avons revu les besoins réels de la direction d'aménagement du patrimoine et nous avons proposé d'abaisser ce temps de travail à 14 heures hebdomadaires et de prévoir à nouveau la possibilité de recruter sur une vacance temporaire d'emploi. Le troisième point est permettre la nomination d'un lauréat du concours de rédacteur territorial pour un agent qui relève bien du cadre d'emploi concerné et qui occupe bien toutes les missions à ce jour. Donc, il vous est proposé de transformer un emploi d'agent administratif principal de 2e classe en un emploi de rédacteur territorial à temps complet. Quatrième point. Pour répondre aux besoins de la direction du service aux familles sur la partie service temps éducatif, il convient d'augmenter le temps de travail de 2 adjoints d'animation qui travaillaient à temps non complet, 32 heures, mais qui en fait faisaient des heures complémentaires. Donc nous leur avons proposé effectivement de porter leur temps de travail à un temps complet. Sur le 5e point, afin d'intégrer aussi des heures complémentaires qui étaient effectuées par un agent technique, une personne qui fait du ménage, qui travaillait 24 heures mais qui faisait des heures complémentaires. Donc il lui est proposé à ce jour de passer son temps de travail à 30 heures hebdomadaires. Suite au départ, 6e point, suite au départ par voie de mutation d'un agent qui est situé à la direction des moyens généraux, service RH, la communauté d'agglomération Val-de-Loire va recruter son remplaçant et donc nous avons un poste en moins à l'organigramme, comme prévu dans la convention de mutualisation de ce service. Et enfin, le dernier point concerne les promotions, afin de permettre les nominations au titre de la promotion interne et des avancements de grade. La CAP a eu lieu le 11 juin.
Cela concerne 74 agents sur la ville. Donc vous avez, je ne vais pas les citer, vous avez le tableau avec toutes les évolutions suite à l'avancement de grade et aux promotions. Donc voilà, il vous est demandé au conseil municipal, bien sûr, d'approuver ces modifications du tableau des emplois et des effectifs. Y a-t-il des questions sur cette délibération au numéro 19? S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc elle est votée à l'unanimité. Quand je vous aurai fait part des comptes rendus des décisions que j'ai été à prendre depuis le dernier conseil municipal qui vous a été joint, oui, allez-y. Je voudrais avoir, depuis la dernière commission que nous avons eue, là, le 13 juin, il y avait eu une erreur en fait dans la consommation du crédit budgétaire. Est-ce que vous avez les chiffres aujourd'hui, s'il vous plaît? Il y avait une grosse erreur. Mais on l'avait vu en cours de commission, Madame Amour, les chiffres. Non, mais ce n'était pas définitif, le chiffre. Donc le total, alors... Si vous voulez bien donner fermez votre micro pour que oui. Géraldine puisse l'avoir. Merci, je vous en prie. Donc le questionnement, pour ceux qui n'étaient pas à la commission RH, effectivement, il y avait une très très grosse erreur concernant le budget principal de la ville. Et sur un budget primitif de 16 720 000 €, le total mandaté au 31 mai était bien de 6 603 583 € et non l'erreur monstrueuse de 10 926 651 qui paraissait dans notre tableau. Donc je vous confirme que nous avons bien le bon chiffre. Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un budget qui est regardé au mois le mois, hein, de telle façon à bien regarder si on tient la route au niveau de notre dépense de 16,8 millions du numéro 11 et 12, ça veut dire y compris les conventions qu'on signe avec nos partenaires, entre autres la communauté d'agglomération. Donc quand je vous aurais dit que les comptes rendus que je vous ai fournis, que j'ai été amené à prendre comme décision depuis le dernier conseil municipal, y a-t-il des questions sur les décisions que j'ai été amené à prendre? S'il n'y en a pas, je vous donne 2 ou 3 petites informations qui vont être très courtes. La première, vous n'oubliez pas que ce week-end, mais si vous l'aviez oublié, au moins il y avait une animation directe pour vous le rappeler. Il y a les festivités militaires avec les musiques militaires tout le week-end. Ce soir, il y a les feux de Saint-Jean au quartier. Il vous a été donné les animations de tout l'été. Si des fois quelqu'un ne partait pas en vacances ces 2 mois, vous pourriez au moins en profiter un peu sur la ville. Mais vous donnez aussi une information sur ce petit document, peut-être une qui m'est un peu plus sympathique entre guillemets encore, c'est l'exposition qui va avoir lieu sur le concours des meilleurs ouvriers de France avec les échauguettes qui vont être exposées dans la cour de la mairie du 12 juillet au 3 novembre. Ça me paraît bien long, mais c'est très bien. Si ça a été duré jusqu'à ce point-là, parfait. Et c'est parfait sur ce point. J'ai été amené à prendre un certain nombre de décisions liées à la canicule. Bien évidemment, j'ai travaillé avec les services sur les maisons, les établissements personnes vieillissantes. On a des lieux réfrigérés, je crois que ça se dit comme ça, ou rafraîchis, parce qu'il n'y a pas obligatoirement de clim. Dans un certain nombre d'établissements petite enfance, on a des clims où c'est pas. Sur les maisons petite enfance, on a pour une maison une climatisation. Sur les autres, on a été amené à proposer à la fois des bouteilles d'eau, à la fois des brumisateurs, à la fois des zones rafraîchies aussi. Sur les écoles, on a mis à disposition des brumisateurs, de l'eau. Voilà. Je n'ai pas pris la décision de fermer les écoles pour 2 raisons. La première des raisons, c'est que c'est quand même une organisation compliquée pour les parents qui se retrouvent avec les enfants à un moment donné où ils peuvent travailler. C'est quand même compliqué malgré tout. Puis
Puis la deuxième, pour celles et ceux qui sont en appartement, la complexité est au moins la même. De garder des enfants dans un appartement, c'est aussi compliqué que de les avoir à l'école. Donc voilà, on a installé pour un certain nombre, pour les fêtes des écoles, des brumisateurs qu'on avait achetés dans le cadre de Saumur Plage. Je vous engage à y aller, mais vous regarderez dans le document qui est ici. Et on les a installés dans les écoles pour qu'on puisse avoir quelques points. Voilà, la situation est difficile pour un certain nombre, mais a été tout à fait mesurable sur ce point de la canicule. Et Astrid veut rajouter quelque chose, c'est pas de problème. Oui, merci, monsieur le maire. Bon, on en entend beaucoup parler à la radio, où telle commune a fait ceci, cela. Donc c'est simplement pour vous dire que bon, la ville de Saumur, monsieur le maire, on a largement parlé, mais on a également pris deux autres précautions, puisqu'on a de toute façon notre plan canicule à travers le CCAS, avec des visites à domicile en lien avec la Croix-Rouge. Au CCAS, toutes les personnes qui nous ont été signalées sont appelées actuellement, dans le cadre de la canicule au niveau 3, elles sont appelées, tous les jours par le personnel pour s'assurer que tout va bien. On peut noter qu'un certain nombre commencent un petit peu à être fatigués par cette canicule, mais en appui à ces appels téléphoniques, on fait aussi des visites à domicile pour s'assurer que les personnes prennent toutes les précautions d'usage et s'ils ont besoin, écoutez, on peut aller plus loin. En ce qui concerne les personnes qui sont bénéficiaires des repas à domicile, notamment à travers le CCAS, on leur a proposé de venir se restaurer à Clair-Soleil et on va les chercher pour qu'ils restent dans l'espace rafraîchi dans la journée. En ce qui concerne aussi les personnes qui pourraient être restées dans la rue, qui sont sur la rue dans la journée notamment. D'abord, on a signalé tous les points d'eau et on a une maraude tous les jours qui effectue des visites auprès de toutes les personnes qui sont à la rue, qui ne sont pas forts. Alors aujourd'hui, on n'en a que 6 de signalés. Voilà, on a 6 qui sont signalés et qui sont suivis par nos services. Si toutefois, bien évidemment, vous voyez des personnes qui n'auraient pas pu bénéficier de l'attention qu'on souhaite porter, eh bien, n'hésitez pas à nous signaler, notamment au niveau du CCAS, pour qu'on se fasse le relais auprès des personnes qui pourraient, intervenir. Et nous, on est très réactifs, on est à votre écoute, et notamment dans cette période un petit peu plus cruciale. Monsieur le prêtre et moi-même sommes, à votre disposition, quel que soit le moment, de la journée. Même le week-end, bien évidemment. Donc voilà ce que je voulais dire en bref. Merci. Très bien. Non, très bien. Donc le plan de prévention qui est déclenché depuis une semaine et puis le plan de sauvegarde depuis mercredi. Donc sujet qu'on suit particulièrement, évidemment. On a encore quelques minutes et je laisse la parole à Florence Métivier et parce que avant de vous souhaiter à chacune et chacun d'entre vous, et ça sera fait, de bonnes vacances, profitez-en bien, et elle va vous présenter en quelques minutes le effervescence pour tout l'été, et vous pourrez emmener les documents, il y en a d'autres si vous voulez en offrir, vous emmenez les supports, vous emmenez tout ce que vous a été donné sur ce point-là pour la communication d'effervescence. Le verre, vous en aurez un. Vous aurez un verre, le prochain conseil municipal, puisque je viens de faire 1000 verres à la ville de l'image de Saumur. Je fais enlever toutes les fontaines qui ont 3 points qui me paraissent négatifs. Le premier, c'est que c'est lourd, c'est très lourd. Et c'est des problèmes de poids et pour mettre ces fontaines. La deuxième, ça a un coût non négligeable. Puis la troisième, si on peut faire un petit geste sur l'environnement. Donc tous les personnels seront dotés soit de gourdes ou de verres, de gourdes pour ceux qui sont en camion ou de verres. Et puis j'en ai commandé un peu plus. Vous pourrez en avoir un chacun que vous pourrez emmener chez vous. Voilà. Et maintenant, c'est à Françoise. Merci, monsieur le maire. Alors oui, rapidement parce que tout le monde a chaud aussi ici. Donc voilà, c'est le programme des animations d'été qui, comme l'année dernière, s'effectue sous le nom d'effervescence.
avec 2 formats. Vous avez le grand programme très détaillé, sur lequel il y a absolument les détails de toutes les animations, et un deuxième format, un format plus réduit, qui récapitule les principales animations de l'été. Comme l'an dernier, on est sur une centaine d'animations sur tout l'été, avec tous les jours au moins une animation, qu'elle soit musicale, que ce soit un spectacle, du cinéma en plein air, des concerts, avec 2 innovations, enfin une innovation cette année qui est le Saumur Plage. Alors, je pense qu'on fait rêver tout le monde en parlant de Saumur Plage là, au mois d'août, du 4 au 10 août, une plage éphémère sur la place de la République, enfin devant les marches du théâtre, avec 700 mètres carrés de sable. Les brumisateurs sont donc utilisés demain, mais que nous pourrons réutiliser. Et une restauration sur place. Et puis tous les soirs, des concerts. Et notamment le concert de la Summerise qui aura lieu le samedi soir comme l'année dernière. Et puis la Nuit de l'horreur qui revient cette année avec toujours le même principe d'une visite dans le château, d'une visite en immersion dans l'horreur, dans le château, et puis la projection de films. Voilà, pour le reste, je vous laisse consulter le programme. Encore une fois, vous êtes bien sûr les bienvenus sur toutes les animations pour en profiter avec nous. Très bien, merci beaucoup. Peut-être, et c'est terminé, vous dire que l'inauguration de l'accueil, c'est le 18 juillet, je vous l'ai dit, à 12h30. L'inauguration du stade Jean-Louis sera le 30 août. Vous aurez des invitations. Les écoles Coccinelle, Petit Poucet et Violette ont fait l'objet de travaux. Donc Coccinelle sera le 2 septembre, Petit Souper 3 septembre, l'école des Violettes le 5 septembre. La base Léo Sentier sur le club, l'aménagement qui a été fait de la convivialité, mais aussi de l'espace sportif pour le basket, ça sera le 6 septembre. Et pour le club, l'espace de convivialité et d'accessibilité des rives du Touet, ça sera le 4 octobre par rapport au foot. Voilà les inaugurations qui sont prévues dans les semaines et les mois qui vont suivre. Mais bien évidemment, ça sera mis au compte-rendu avec les horaires de telle façon à ce que vous puissiez le noter sur vos agendas. Je vous souhaite une bonne été, bonne fin de soirée. Vous êtes invités au verre si vous le souhaitez, pour celles et ceux qui ne s'enfuient pas au Festival d'Anjou. Merci.